Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Sénat. Il y a un peu moins d'un an, le régime de Bachar el-Assad tombait en Syrie, renversé par une attaque éclair des rebelles du mouvement Hayat Tahrir al-Sham. Désormais, le pays tente un douloureux processus de réunification, en vain pour l'instant. Pour en savoir plus, le Sénat auditionne Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes. On écoute. Nous accueillons aujourd'hui M. Wassim Nasr, journaliste spécialiste des groupes djihadistes et Research Fellow au Soufan Center de New York. Monsieur Nasr, vous êtes l'un des observateurs les plus attentifs et l'un des meilleurs connaisseurs du phénomène djihadiste au Moyen-Orient. Vous avez notamment consacré de nombreux reportages et des articles de revues à l'État islamique. Vous avez également travaillé sur les groupes actifs au Sahel, ce qui vous a d'ailleurs valu des poursuites judiciaires de la part des juntes au pouvoir dans la région. Nous sollicitons aujourd'hui votre expertise sur la Syrie. Dès 2023, vous vous êtes rendu à Idlib, dans ce qui n'était alors qu'une poche où vivotaient les groupes islamistes issus de la révolution syrienne, au terme d'un accord qui avait été passé en 2018 entre la Turquie et le régime de Bachar el-Assad. Vous avez ainsi été un témoin privilégié de l'émergence du chef du plus important de ces groupes, désigné le groupe par son acronyme arabe HTC, et je veux parler du leader Abou Mohamed al-Joulani, qui a aujourd'hui changé de nom et qui est connu sous le nom d'Ahmad al-Shara. Vous allez nous expliquer donc comment cette personne qui a commencé sa carrière comme combattant d'Al-Qaïda contre les forces américaines en Irak a accédé à la fois au pouvoir et à la respectabilité. Pour ce faire, il a dû renoncer à ce qui était le cœur de l'idéologie djihadiste. C'est un point d'interrogation. Guerre à l'Occident, en particulier à Israël, rejet des cadres étatiques, ambition d'établir un califat. Il a également dû faire ses preuves auprès des partenaires régionaux et des grandes puissances, notamment en apportant le concours de HTC à la guerre menée par les États-Unis contre Daesh. Enfin, il s'est employé à rassurer ces mêmes partenaires quant aux droits des minorités ethniques et religieuses qui sont nombreuses en Syrie. Pour le moment, sur ce dernier point, nous en restons aux promesses. Certes, la situation des chrétiens ne semble pas s'être dégradée depuis la prise du pouvoir par al-Shara en décembre 2024. Vous nous direz ce que vous en pensez. En revanche, 2 épisodes de très grande violence jettent le doute sur les intentions des nouvelles autorités. Le premier, une tentative de soulèvement d'éléments armés fidèles à l'ancien régime, a donné lieu à une féroce répression dans le pays alaouite qui n'a pas épargné les civils. On dénombrerait environ 1300 morts. Ensuite, deuxième épisode, au mois de juillet, des troubles ont éclaté dans le sud entre la communauté druze et la communauté bédouine. Là encore, la violence s'est déchaînée. Les forces armées sont soupçonnées de s'être attaquées d'abord aux Druzes avant de chercher à ramener le calme. Le rôle d'Israël, qui est intervenu militairement sous prétexte de protéger les Druzes de Syrie, ajoute à la complexité de la situation. Alors, cher monsieur, quelles conclusions faut-il tirer de ces épisodes tragiques ? Les différentes composantes de la société syrienne sont-elles prêtes à construire un avenir commun, malgré les tendances centrifuges qui se font jour au sud et au nord-est ? Inversement, les partenaires régionaux, à commencer par Israël, qui a frappé à de nombreuses reprises des sites militaires syriens, et la Turquie, qui a ses propres proxys dans le nord, sont-ils prêts à cesser leurs ingérences et à accepter une Syrie pleinement souveraine ? Je vous laisse donc la parole pour un exposé liminaire. Mes collègues pourront vous poser ensuite des questions en abordant également, d'ailleurs s'ils le souhaitent, d'autres thématiques sur lesquelles vous avez travaillé, comme les réseaux djihadistes au Sahel. Je rappelle enfin que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat et sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup.
Donc, merci Madame la Vice-Présidente. Merci de m'entendre sur ce sujet qui est d'un grand intérêt pour notre pays. Donc je vais commencer, vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais commencer par le commencement. Donc travaillant sur le mouvement djihadiste depuis bientôt plus de 15 ans. Et ce qui se passait à Idlib, donc bien avant la prise de pouvoir par Ahmad al-Shara, qui est son vrai nom, l'autre journaliste c'était son nom de guerre en fait. Et je voyais qu'à Idlib, sans être très long, qu'il y avait un vrai changement, que pour la première fois, on est un groupe donc djihadiste, qualifié de terroriste, reconnu comme terroriste, qui était en train de s'éloigner du chemin du terrorisme international, du djihad global, etc. Et donc, à un moment, il fallait voir par soi-même. Donc, j'ai décidé d'y aller. Donc, dans cette poche d'Idlib, donc dernier réduit rebelle, certes islamiste, contre le régime de Bachar al-Assad. Et donc, j'ai pu y accéder. C'était difficile. J'ai pu y accéder et j'ai pu rencontrer donc Ahmad al-Shara dès 2023, son actuel ministre des Affaires étrangères, et beaucoup de membres de l'actuel pouvoir en fait en Syrie. Et ce qui était dominant dans les discussions, et d'ailleurs les discussions que j'ai eues avec lui personnellement ne devaient pas être rendues publiques, donc je pouvais dire que je l'ai vu sans dévoiler le contenu de nos discussions, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'était trop tôt pour son propre public d'annoncer ce qu'il allait entreprendre. Et tout ce qu'il a annoncé, donc vis-à-vis des minorités, vis-à-vis de l'Occident, les rapports avec l'Occident, on avait même parlé d'Ukraine. Il a dit l'Ukraine et nous, c'est le même combat. Pourquoi vous n'aidez pas les Syriens? D'ailleurs, on a vu sa rencontre avec le président ukrainien à l'ONU il y a quelques jours, qui était très chaleureuse. Et donc, c'était un désengagement de la voie du terrorisme international et du djihad global. Ça peut paraître étonnant, ce qui a intérêt, encore une fois, attiser mon intérêt. Mais si on sort du djihadisme, ce n'est pas si inhabituel que ça. On a vu d'autres mouvements qui ont eu recours au terrorisme international en sortir, sans renier la violence politique peut-être, mais renier le terrorisme international. Je cite l'OLP, l'IRA, l'ETA, et j'en passe. Donc ça fait partie de l'histoire, disons, des mouvements politiques qui ont recours à la violence depuis le début de l'humanité, disons. Mais c'est inédit qu'on voit donc un groupe djihadiste dénoncer ou renoncer le djihad global alors qu'il est en force. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il était en place. Ce n'était pas un groupe qui était en train de perdre et en train de dire « excusez-moi, je me suis trompé », c'était un groupe en force. Et ils ont décidé que les choix qui ont été faits n'étaient pas les bons et qu'il fallait se désengager. Je rappelle quand même qu'il avait quitté l'État islamique donc en Syrie dès 2013, que c'est Ahmad al-Shara en personne qui a enclenché la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda qui aujourd'hui a lieu partout sur le globe où ces deux groupes sont présents, jusqu'au fin fond du Sahel, que vous avez cité. Il s'est désengagé d'Al-Qaïda dès 2016, et quand je dis désengagé, ce n'est pas juste des annonces. Donc c'est chariatiquement, disons, justifié, et c'est toujours très difficile, parce que quand il a quitté, par exemple, l'État islamique, tous les combattants étrangers, ou une grande majorité, l'ont quitté. Il a perdu la guerre contre l'État islamique dans l'Est, et il s'est réfugié à Idlib. Et pareil, le désengagement d'Al-Qaïda était très coûteux pour eux, parce que ce n'est pas cosmétique. Ça veut dire, c'est, comme vous l'avez aussi dit, c'est une coopération avec les Américains, et pas que, contre ces mouvements. Et on l'a vu très clairement ces dernières semaines, avec des opérations conjointes avec le CENTCOM, donc le commandement central américain, et la visite du chef du CENTCOM, l'amiral Bradley, à Damas, avec son épouse, pour rencontrer Ahmad al-Shara. Donc ce que le monde a découvert avec la prise de Damas, disons, m'a été confirmé. Donc c'était un pari en 2023 pour voir ce qu'il disait était vrai, et finalement ce qu'il disait était vrai. Et vous avez oublié de dire quelque chose, que l'accord qui avait eu lieu à Idlib, c'était un accord surtout entre la Turquie et la Russie. Le régime était un acteur accessoire. Parce qu'il faut savoir que sur tous les fronts d'Idlib, l'armée turque était présente, donc face à l'armée syrienne. Si vous voulez, on peut parler des rapports entre la Turquie et HTS, qui sont des rapports qui étaient très conflictuels,
est très dur. Ça veut dire que l'armée turque a envoyé ses chars contre HTS en septembre 2024. Ce n'est pas du tout une relation de proxy, disons. Et donc Shara s'est imposé par lui-même, et finalement on a vu que le traitement des minorités était, en tout cas chrétiennes, était correct. J'avais visité les villages chrétiens, moi, en 2023 à Idlib, ce qui en restait. Et il y avait un prêtre dans ces villages qui est devenu patriarche d'Alep avant la libération, que j'ai revu à Alep en décembre, donc à peu près une semaine après la chute du régime. Et les chrétiens n'ont pas été attaqués pour ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, tous les représentants des communautés chrétiennes sur place sont aujourd'hui plutôt, disons, en bon terme avec Damas. Donc grâce à Hanna Jallouf, le patriarche d'Alep, qui a fait le raccord, disons, entre eux, mais aussi parce que Damas a entrepris des choses vis-à-vis de la communauté chrétienne qui sont très tangibles. Ça veut dire, quand il y a eu l'attentat contre l'église Saint-Élias, donc ces premiers attentats de la sorte, avec un tel nombre de morts à Damas depuis 1860, quand même, hein, rappelons-le, le pouvoir s'est très vite mobilisé pour assurer la communauté chrétienne. J'y étais d'ailleurs à Damas ce jour-là. J'ai été moi-même à l'église. J'ai rencontré les représentants de la communauté chrétienne et j'ai vu que les forces de l'ordre du nouveau pouvoir travaillaient main dans la main avec des miliciens chrétiens pour sécuriser le quartier. Donc on peut des fois entendre des choses qui sont pas vraiment raccord avec ce qui se passe sur le terrain. Et d'ailleurs, on a vu pour les fêtes chrétiennes, que ce soit de Pâques, que ce soit de Noël ou autre, tout a été fêté de manière très, très libre. Et les exactions ou les dépassements qu'il y a eu ont été très vite réprimés par l'actuel pouvoir. Et ce qui, encore une fois, lui est un peu coûteux vis-à-vis de son aile la plus, disons, radicale. Et là, j'aimerais dire qu'on parle beaucoup de djihadisme. Mais ce que j'ai vu en Syrie, en tout cas la nouvelle génération, la génération de guerre, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 14 ans de guerre, c'est une génération plutôt identitaire. Elle n'est pas pour le djihad global, elle était pour l'identité sunnite réprimée pendant un demi-siècle et qui aujourd'hui veut reprendre sa revanche. Donc ça fait partie des grands défis aujourd'hui qu'a le nouveau pouvoir à Damas. On pense évidemment aux minorités, on pense évidemment aux Kurdes, mais le plus grand défi pour stabiliser le pouvoir, c'est la majorité, c'est la communauté sunnite, qui est vraiment fracturée à cause de 54 ans de dictature et 14 ans de guerre civile. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des membres historiques d'HTS qui me disaient notre contentieux n'est pas avec les Alaouites, mon contentieux est avec mon cousin qui était du côté du régime, et qui a chassé mon père, et qui a pris nos terres, et qui les a revendues. Nous, on vivait dans un camp, et lui, il profitait de cette situation de guerre. Donc, ce n'est pas inhabituel au Moyen-Orient. On a toujours souvent tendance à penser noir ou blanc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ma région d'origine, donc je peux en attester. Donc, le grand défi, c'est rassurer la majorité, pour qu'une fois cette majorité rassurée, les minorités ou les autres composantes soient rassurées de fait. Évidemment, il y a des vendettas. Évidemment, il y a des exécutions extrajudiciaires, surtout dans la région de Homs, visant des membres de l'ancien régime ou assimilés à l'ancien régime. Mais ça reste des actes individuels, ce n'est pas une politique de l'État actuel, qui d'ailleurs a le plus grand mal à gérer cette situation. C'est pour ça qu'une justice transitoire est indispensable pour calmer tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui veulent se venger et qui ne comprennent pas pourquoi l'actuel régime pense ou se soucie des droits des minorités. Juste une petite anecdote, j'ai pris un taxi de Kilis qu'on voit à la frontière jusqu'à Alep en juillet. Et le taxi, donc c'était un vieux monsieur, 65 ans, sunnite. Et pardon. Non, mais vous savez, 65 ans en Syrie, c'est très vieux. C'est qu'il a vraiment une bonne espérance de vie. Et il a l'air d'avoir 80. Moi, je peux vous le dire. Donc ce monsieur, j'ai pris le taxi. Donc moi, il ne sait pas que je suis français, il ne sait pas que je suis journaliste. Je parle le dialecte de la région. Donc on a discuté. Et on passe devant 2 villages chiites. Donc c'est des villages de Nouboul et Zahra, sur la route d'Alep. Donc, petite parenthèse, quand j'y étais après la chute du régime, j'ai rencontré un grand chef tribal sunnite à la ville d'Alep,
qui a contribué à la prise de la ville. Et chez lui, j'ai vu des gens, donc des chiites, du Hezbollah syrien, pour sécuriser les deux villages. Et que les deux villages ne soient pas vidés de leur population. Donc quand j'y reviens en juillet, avec ce chauffeur de taxi, en passant devant, je vois effectivement l'armée est en faction devant les villages qui n'ont pas été touchés. Mais le chauffeur de taxi m'a dit, moi je ne comprends pas, regarde de l'autre côté de la route, donc à gauche de la route, il y a mon village, un village sunnite, qui a été détruit et pillé par les gens à côté. Je ne comprends pas pourquoi l'armée les protège. Donc évidemment, j'ai creusé avec lui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que les frictions au sein de la société ne vont pas se régler du jour au lendemain. Je vous rappelle juste qu'à la libération de la France en 1944, tout ce qu'il y a eu après 4 ans d'occupation et de collaboration. Donc vous imaginez 14 ans de guerre civile et 54 ans de dictature, les séquelles que ça laisse au sein d'une société. Donc la Syrie, évidemment, ne va pas devenir la République vertueuse du jour au lendemain, mais en tout cas, le pouvoir en place aujourd'hui essaye de refaire marcher l'économie et de préserver ce qui peut être préservé pour reconstruire. Je terminerai juste sur quelque chose qu'Ahmad Sharm avait dit moins d'une semaine après la chute d'Assad. Il était encore au palais du gouvernement à Damas et pas au palais présidentiel. Il m'a dit on est fatigué. Donc pour un chef djihadiste combattant qui a dépensé toute sa jeunesse dans la guerre, le dire c'était pas rien. Il a dit on est fatigué, les Syriens sont fatigués, on veut pas de problème ni avec les pays de la région, ni avec les pays occidentaux ou autres, ni même pas avec les Russes. Et le seul pays qu'il a nommé dans la région, c'était Israël, nommément. Donc c'était intéressant à entendre. Et de fait, aujourd'hui, les Russes sont restés. Ils sont à Tartous, ils sont à Hmaïmim. De fait, les Russes ont pu se retirer pendant les premiers jours du combat sans qu'on leur tire dessus. Donc un accord a eu lieu. Shara a été accueilli à Paris, il a été accueilli à New York. Il a rencontré le président Macron, le président Trump. En octobre, il sera à Moscou pour rencontrer le président Poutine. Donc ils essayent, mais le gros problème qu'ils ont, c'est que tout tient à lui. Donc comme dans cette région du monde, tout est très volatile, comme on peut voir au Liban ou ailleurs, quand tout tient à un homme, si cet homme est tué, eh ben toutes les cartes seront rebattues à nouveau. Voilà. J'espère d'avoir été clair et je suis prêt à répondre à toutes vos questions si j'ai les réponses. Merci. Merci beaucoup. Et je donne tout de suite la parole à Evelyne Perrault. Oui, merci, Président. Merci, Monsieur, pour vos explications. Je me pose des questions sur les femmes syriennes. Vont-elles pouvoir intégrer la politique du pays? Vont-elles pouvoir défendre le droit des femmes? Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne question. Et c'est une question que je me posais déjà en 2023, quand je suis allé à Idlib. Parce qu'évidemment, je m'attendais à quelque chose de très dur. Donc, travaillant sur ces sujets depuis très longtemps, j'imaginais à quelque chose à la Taliban ou à l'État islamique, Raqqa, etc. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc, une de mes premières surprises à Idlib, c'était les femmes qui conduisaient, les femmes qui allaient à la fac. Il y avait plus de femmes qui poursuivaient des études à Idlib. On est bien avant la prise de Damas, que d'hommes. Les hommes étaient ou morts ou au combat. Et les femmes étaient en train d'élever les enfants et de faire des études. Damas est prise et on voit effectivement que les femmes ont eu un rôle. Par exemple, quand j'ai parlé le président du CENTCOM qui visite Damas avec son épouse, et Shara avec son épouse, ce n'est pas rien. D'où il vient. Donc on peut dire oui, mais c'est normal, oui, c'est normal, mais d'où il vient, c'est un message, c'est un signe. Voilà. Il y a des femmes ministres, par exemple Hind Kabawat, c'est une femme qui défend les droits des minorités, qu'elles soient religieuses ou même sexuelles, elle est connue, c'est une chrétienne. Elle est ministre, elle a accompagné à New York, elle a accompagné ailleurs, et elle remplit pleinement son rôle. D'ailleurs, lui-même, j'ai eu l'occasion d'assister à son échange avec la diaspora syrienne à Paris. J'étais le seul étranger présent. Et la question lui a été posée par une activiste syrienne. Et il lui a dit, vous savez, ma sœur travaille, ma mère travaille.
Il n'y a aucun problème. Nous, les femmes, aurons un rôle plein et complet. Et d'ailleurs, on voit par exemple au ministère des Affaires étrangères, la personne clé peut-être de l'actuel ministre Shibani, c'est Razan Safour, donc c'est une jeune femme dans les trentaines. Donc, évidemment qu'on n'est pas du tout dans un schéma à la Taliban, etc. Mais il ne faut pas aussi oublier que ça veut dire, les coutumes de la Syrie rurale ne sont pas les coutumes de la Syrie citadine, et donc il est en train de composer avec tout ça. Quand on voit des combattants qui descendent d'Idlib et que pour eux les femmes sont toujours voilées et toujours accompagnées au premier jour de la prise de Damas, faire la police à Damas, et qui sont interloqués quand ils voient les femmes avec les cheveux pas cachés, ben évidemment ça crée des petites frictions. Mais c'est des choses sur lesquelles ils travaillent. Donc moi, quand j'étais à Damas, là, en juillet, voilà, les femmes, c'était comme n'importe quelle ville du monde arabe. Hein, évidemment, c'est pas Paris, c'est pas la Suisse, mais comme dans n'importe quelle ville du monde arabe. Donc il y a de tout. Et évidemment qu'elles ont un rôle, parce que comme dans tous les pays en temps de guerre, les femmes portent le plus lourd tribut. Et c'est ce qu'elles ont fait à Idlib, et tout le monde là-bas en est tout à fait conscient. 14 ans de guerre, c'est très long. Donc évidemment, les femmes ont un rôle primordial. Merci. Merci beaucoup. Juste dans le prolongement de cette question, qu'en est-il de la liberté d'expression et de la place des médias aujourd'hui ? Ben, je vous ai raconté une anecdote. Tout à l'heure, je parlais de l'attentat dans l'église, merci, à Damas. Donc j'étais à Damas, je regardais la télé syrienne, donc la télé de l'État, quoi, et on entend le patriarche chrétien très offensif vis-à-vis de l'État syrien, en disant ils ne nous ont pas protégés, il fallait une meilleure protection, très vindicatif même. C'est à la première heure, hein, après l'attentat. Et donc moi je me dis c'est passé comme ça, c'était en direct, et ça allait pas, c'est une erreur, quoi. Ils n'ont pas arrêté de le repasser dans le journal. Donc c'est un indicateur. Un autre indicateur, quand il y a eu l'annonce du gouvernement par Shara. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc il annonce le gouvernement, il fait son discours, etc. Donc les ministres. Et il y a un chef de tribu, donc sunnite, de Souaïda, donc la zone où il y a les frictions avec les Druzes aujourd'hui, mais c'était avant les frictions avec les Druzes. Donc ce chef tribal druze de Souaïda, il interpelle Shara en lui disant « On était marginalisés sous Assad, on est marginalisés aussi avec vous, on a des droits, on a le droit d'avoir, de profiter du fait qu'on a fait tomber Assad. » Et c'était à la télé, en direct. Et Shara tout de suite lui répond, la télé, ça n'a pas été coupé comme on peut s'imaginer dans des régimes comme celui d'Assad. Hein. Shara lui répond tout de suite, si, vous avez un ministre dans le gouvernement. Et bien le ministre, c'était un druze de Souaïda. Donc pour lui, c'est un chef tribal de Souaïda. Donc il y a un ministre de Souaïda et ça s'arrête là. Donc c'était un message aussi à sa majorité et aux autres minorités. Là, par exemple, le chef de la sécurité nommé par le nouveau pouvoir pour Souaïda, c'est un notable druze de Souaïda. Donc il y a des choses qui, évidemment, encore une fois, c'est difficile, mais on ne peut pas imaginer que tout va se passer de manière très fluide. On voit que la presse, par exemple, pour revenir au cœur de votre question, que la presse étrangère a accès, zéro restriction. Ça veut dire ceux qui ont quand même documenté les massacres qui ont eu lieu sur la côte et à Souaïda, c'est en grande partie la presse étrangère qui a eu un accès libre aux deux zones. Et les journalistes qui ont travaillé sur ce sujet n'ont pas été chassés derrière. Donc c'est quand même quelque chose à noter, surtout pour la Syrie, qui est un pays fermé depuis plus d'un demi-siècle. J'espère que j'ai répondu. Merci. Alors, Nicole Duranton.
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour votre intervention. Donc vous avez évoqué la Turquie. Donc pour compléter, j'aurais souhaité vous poser quelques questions sur les réfugiés syriens qui sont en Turquie. Donc comment vous évaluez la position de la Turquie dans cette nouvelle configuration, et les millions de réfugiés syriens constituent-ils un atout ou un fardeau dans la stratégie régionale? Et en fait, la position du régime syrien concernant le retour des réfugiés, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce que le régime est prêt à les réintégrer, ou alors il peut les utiliser comme un levier politique? Vaste sujet, mais je vais essayer de répondre. Donc commençons par le commencement. Il faut se rappeler qu'en novembre 2024, quand le président turc Erdogan était à Riyad pour la conférence de Gaza, Bachar al-Assad y était. Et donc le président turc a tout fait, plusieurs missives, pour trouver un accord avec Assad. On est en novembre 2024, le 11 novembre, dernière missive, pour justement la question des réfugiés, pour s'en débarrasser. Parce que c'est un grand fardeau pour la Turquie, économique et humain. Le fait est qu'il n'y a pas eu d'accord, le fait est que le 28 novembre, les hostilités ont été lancées et que toute l'équation a changé. Les réfugiés aussi, ça faisait partie des moyens de pression de la Turquie sur HTS à Idlib. C'est quand même, il faut rappeler que la Turquie a fait un mur entre la Turquie et la Syrie, et que la question des réfugiés est très épineuse en Turquie. Donc quand Ahmad al-Shara a lancé l'offensive le 28, c'était aussi parce que la Turquie pensait que ça va lui donner une meilleure main dans les négociations avec Assad. Sauf qu'Ahmad al-Shara avait bien calculé son coût, et au lieu de prendre 2-3 villages, il a pris Alep, au 3e jour de combat, donc la grande ville d'Alep. Et donc quand Alep a été prise, c'est à ce moment-là, donc 3 jours après le début des combats, que l'armée turque a commencé à ouvrir les fronts du nord, avec ses proxys, l'armée nationale syrienne. Mais ils n'ont pas ouvert les fronts du nord pour faire tomber Assad. Ils ont ouvert les fronts du nord pour créer un nouvel équilibre avec HTS qui prenait une dimension inquiétante pour la Turquie. Il faut rappeler que HTS était désigné organisation terroriste en Turquie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un rapport de force continu entre HTS et la Turquie. Sauf qu'après Alep, Hama, Homs, Damas. Donc à ce moment-là, la Turquie a très vite raccordé ses violons et envoyé son ministre des Affaires étrangères, ancien chef des renseignements, Hakan Fidan, à Damas. Donc il faut imaginer que la relation avec la Turquie est vraiment très complexe. D'ailleurs, par exemple, juste à titre d'exemple, un des bras droits de Shara depuis l'époque du Front al-Nusra a été nommé il y a quelques jours comme son représentant vis-à-vis des clans, donc les clans sunnites. Cet homme-là est sous sanction turque. Et donc c'est toujours un rapport de force. Les premières visites, par exemple, de Shara après la prise de Damas n'étaient pas en Turquie, c'était vers les pays arabes, pour justement créer un équilibre avec la Turquie. Donc il y a tout cela rentre en jeu. Et d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, c'est Damas qui donne le là par rapport à quoi faire avec les Kurdes. Ce n'est pas la Turquie. Donc il faut être conscient de tous ces équilibres et tous ces ajustements, parce que même au sein de l'establishment turc, il y avait des gens qui étaient plutôt favorables à Shara et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Donc la Turquie joue une partition comme un État avec priorité numéro 1, que faire du processus avec les Kurdes. Donc le président turc Erdogan a besoin de laisser un legs et de dire « j'ai conclu une paix durable avec la composante kurde ». C'est ça sa priorité. La situation en Syrie impacte directement cela, donc évidemment qu'il a intérêt à ce qu'en Syrie ça se passe plutôt bien et que paradoxalement, il n'ait pas à soutenir une opération militaire contre les forces kurdes. Intuitivement, on pense qu'ils veulent y aller, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de combat, encore ou toujours, avec les Kurdes. Donc, il ne faut pas imaginer aujourd'hui que c'est la Turquie qui mène la danse en Syrie. La Turquie est un acteur très important,
Beaucoup de réfugiés, par ailleurs, pour revenir aux réfugiés, sont revenus. Mais ce n'est pas la Turquie qui décide de tout. Et pour la question du retour des réfugiés, pour avoir traversé la Syrie en long et en large plusieurs fois, je peux vous dire, c'est un désert de gravats. Hein. C'est un désert de gravats. Donc il ne suffit pas de restaurer ou de réparer, il faut tout démolir. Parce que les bombes qui se sont prises, les bombes à fragmentation, à vibration, etc., ça a détruit même les infrastructures. C'est-à-dire, il y a des villes entières. J'ai visité par exemple Deir ez-Zor, qui est presque à la frontière irakienne, en traversant le territoire de l'État islamique, hein, c'était pas rien. Mais je voulais voir, c'est une ville à 90% détruite. Donc, avant que les gens reviennent, il faut que ça soit reconstruit. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui sont revenus et qui ont mis leur tente au pied de leur maison, ou à la place où il y avait leur maison. Donc c'est un acte, disons, mais il faut que ça suive derrière. Ça veut dire école, ça veut dire hôpitaux, ça veut dire toutes les infrastructures pour que ça soit viable, en fait. Même le déminage, on n'est qu'au début. Il y a tous les 2-3 jours, il y a un démineur qui meurt en Syrie. Que ce soit par des vraies mines, ou par des mines artisanales, ou par des bombes non explosées. Donc oui, il y a une volonté de retour, mais qui devrait aller de pair avec la reconstruction. Donc la levée des sanctions américaines aide, et surtout, et je tiens à le dire, ce qui est aussi très intéressant pour la Syrie, c'est que la diaspora syrienne a joué un rôle primordial, surtout aux États-Unis, pour la levée des sanctions et pour un travail commun pour que ce nouveau pouvoir soit accepté. Donc on a les combattants, qui sont aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, etc. Mais il y a toute une équipe de la diaspora syrienne, des jeunes, qui sont diplômés de Concordia, d'Oxford ou d'ailleurs, qui travaillent aujourd'hui avec le ministère des Affaires étrangères. C'est ceux qui ont préparé le voyage aux États-Unis, c'est des Américano-Syriens. Ça aussi, il faut en être conscient. Donc il y a une vraie diaspora cultivée, riche, et qui a les moyens. Ils ont fait une levée de fonds pour Idlib il y a 2 jours. Ils ont dépassé les 200 millions de dollars. Donc, encore une fois, c'est un pays meurtri, mais c'est un pays qui a les moyens s'ils ont l'opportunité et s'ils sont aidés pour qu'ils puissent faire. Merci. François Bonneau. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur, merci également pour votre témoignage sur un pays que vous connaissez particulièrement bien. Deux questions. Dans ce pays effectivement fracturé, dont l'économie est à genoux et effectivement beaucoup de choses ont été détruites. Quand on parle de façon informelle avec des responsables des pays voisins, la plupart vous disent que il y a une forme de taquilla de la part d'Al-Shara en disant que islamiste il était, islamiste il restera. Voilà, je voulais avoir votre sentiment par rapport à ça. Et puis deuxième point, qu'en est-il de la résurgence des réseaux de l'État islamique dans le nord et l'est de la Syrie? Donc islamiste, il l'est. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce qu'il va être terroriste et djihadiste? J'ai jamais dit qu'il n'était pas conservateur et islamiste. Hein. Il l'est. Mais après, entre conservateur et islamiste et poser des bombes à Paris, il y a une marge. Non, mais tout à fait. Voilà. Mais donc, dans ce qu'il est en train de faire, déjà, on n'est pas du tout dans un système aussi dur que la République islamique d'Iran, ni que les talibans. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, que ce soit économiquement ou au niveau des libertés de pratique de la religion pour les minorités. Il n'y a pas une église qui a été détruite ou empêchée, ni une fête qui a été empêchée. Même, je vous dis, moi, à Idlib, en 2023, quand j'ai visité les villages chrétiens, de Yarkoubi et de Jdaïdé, j'ai vu les églises en train d'être restaurées. Et donc ça, vous pouvez aussi penser que c'est anodin, mais les églises chrétiennes restaurées par des villageois musulmans, ça veut dire que HTS devait protéger l'église et l'ouvrier. Donc, si je peux compléter ma question, je vous dis que c'est le regard que portent les voisins sur la Syrie d'aujourd'hui. Oui. Je ne fais pas... comprenez-moi bien. Oui, non. Voilà. Et quel est votre sentiment par rapport à ce qu'aujourd'hui disent un certain nombre d'officiels de pays voisins sur ce régime, par rapport à ce qu'il montre et ce qu'il est peut-être, au fond, resté par rapport à ce qu'il était?
En tout cas, pour les pays de la région, pour le moment, tout le monde est en train de l'endosser. En partant des mêmes, c'était assez miraculeux de voir que tous les pays arabes, surtout du Golfe, se mettent au diapason pour soutenir ce nouveau pouvoir. Quand on voit Émiratis et Qataris et Saoudiens et Turcs et Égyptiens d'accord pour dire que ce nouveau pouvoir est la meilleure solution aujourd'hui pour la Syrie, c'est pas rien, parce qu'ils sont d'accord sur rien d'autre, finalement. Est-ce qu'il est islamiste? Oui. Est-ce qu'il veut appliquer un califat à la mode État islamique? Évidemment que non. Et on le voit dans la pratique, dans les faits et dans les paroles. Encore une fois, on peut être étonné de dire « Ah, mais comment ça se fait ?» La mue, elle a commencé en 2017. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a enlevé son treillis, mis sa cravate et ça y est, il est devenu plus modéré. Ça a démarré en 2017. Son numéro 2 était tué par un kamikaze de l'État islamique. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus, ça vous intéresse. Vous pouvez, voilà, j'ai publié aux États-Unis et ici par rapport à ça. C'est une mue qui était très longue et très coûteuse et il a failli ne pas y arriver. Et encore une fois, le problème qu'il a aujourd'hui, à mon avis, c'est plutôt le problème de l'identitarisme d'une nouvelle génération qui n'a connu que la guerre. Donc comment leur expliquer que si, il faut rester ouvert au monde, et si, il faut accepter les minorités, etc. etc. Ça, c'est son plus gros problème aujourd'hui. Plus que les rapports avec les minorités, qui finalement ne sont pas si mal que ça, hein, dans la pratique, malgré tout ce qu'il y a eu. Rappelons-nous, c'est un pays qui sort de 14 ans de guerre et 54 ans de dictature. En ce qui concerne l'État islamique, la fréquence de son activité dans les zones jaunes qu'on voit, donc le nord-est sous commandement kurde, est la même. Ça n'a pas augmenté, ça n'a pas baissé. L'activité dans la Badia, donc la zone verte là, autour de Homs, etc., a baissé pour la simple et unique raison que ceux qui étaient là-bas sur place, et qui sont surtout les enfants qui ont fui à la fin du califat en 2019 et qui ont grandi dans le désert et qui sont aguerris, ben, ils ont quitté le désert pour aller en ville. Parce que c'était plus simple d'aller en ville et échapper aux frappes de la coalition, dont des frappes françaises. Donc c'était par commodité. Est-ce qu'ils préparent quelque chose? Oui. Est-ce qu'ils veulent la tête d'Ahmad al-Shara? Absolument. Absolument. Il fait partie de la cible prioritaire. Parce qu'encore une fois, je rappelle ce que je disais au début de mon propos, c'est lui qui a enclenché la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda, et ils estiment qu'il a trahi. Donc ils veulent sa tête. Ils essayent de le faire, évidemment. Les Américains l'aident à prévenir cela. Encore une fois, il y a eu des opérations conjointes, publiques, il y a quelques mois, mais il y a eu d'autres opérations plus discrètes dans les années auparavant. Par exemple, en 2022, quand les Américains ont fait une opération de force spéciale à Idlib pour tuer un calife de l'État islamique qui y était, ben ceux qui ont sécurisé la zone, c'est les combattants de HTS. On est en avril 2022. Donc, j'entends bien ce que disent les représentants des pays de la région, mais ceux qui travaillent le sujet connaissent très bien qui est Ahmad al-Shara, d'où il vient et vers où il va. Merci. Roger Carucci. Monsieur, visiblement, vous donnez pleine valeur au fait de considérer que Ahmad al-Shara a vraiment fait sa mue depuis des années. Et je reconnais qu'il est extrêmement habile entre les Russes, les Américains, les Égyptiens, les Turcs. Incontestablement, après 50 ans de dictature, 14 ans de guerre civile, à un moment, on se demandait même s'il n'allait pas avoir une partition de la Syrie, parce que c'était un peu, l'objectif des uns des autres pour des raisons multiples. Je veux bien croire qu'on puisse totalement changer et d'un coup, vous avez raison de le dire, rester islamiste mais pas djihadiste. Je n'arrive pas à imaginer que le mouvement dépasse un seul homme. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que lui, peut-être, je ne le connais pas, mais lui, peut-être,
veut la paix, veut la prospérité de son pays, veut un accord, il le dit et le redit, avec Israël, veut protéger les minorités, il l'a redit pour les Druzes hier. Mais autour de lui, parce que quand on voit les membres de son gouvernement, et les chefs locaux qui le soutiennent, on n'a pas l'impression qu'eux aient réussi la mue de la même manière. Et vous disiez tout à l'heure, ça repose sur un seul homme. Est-ce que c'est pas très dangereux, ça? Parce que la mue d'une nation ne se fait pas sur un seul homme. Ça veut dire que s'il y a un problème, si les djihadistes qui maintenant le détestent réussissent à l'abattre, la Syrie resombre totalement dans la guerre civile et le désordre. Comment dans ces conditions, et c'est là ma question, comment dans ces conditions passer des accords, que ce soit Israël ou les autres d'ailleurs, ou les Turcs, comment passer des accords avec un État, un gouvernement qui ne repose que sur un seul homme? Si vous vous dites, je vais passer des accords, on va signer des traités, mais si demain lui est abattu, tout tombe. Le temps. Le temps. Combien de temps il va rester? Et combien de temps il va pouvoir... Regardez, c'est une très bonne question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que son pouvoir aussi repose sur l'aura qu'il a d'avoir fait tomber Assad. Mais ça, c'est pas un chèque en blanc. Donc, c'est pour ça qu'il fallait très vite que les sanctions soient levées, que les expatriés syriens puissent revenir investir sans être sanctionnés. Donc, c'est des pas qui ont été faits. Et comme je l'ai dit et répété, son plus gros problème, c'est de rassurer la majorité donc sunnite et de l'empêcher de prendre sa revanche. Si le pays, s'il arrive à tenir le pays un certain temps, ça en découlera. Je vous rappelle, et je sais que vous le savez aussi, la France, à la libération, tout reposait sur un homme. Et cet homme a été obligé de composer avec d'autres forces qui étaient même des fois militaires. Ça veut dire que De Gaulle a été jusqu'à Moscou pour que les communistes acceptent de jouer le jeu démocratique. Et donc évidemment, on est dans une partition difficile. Et est-ce qu'il faut passer des accords avec lui? Moi, je vous dis, par exemple, pour parler d'Israël, il n'y a personne qui a été aussi loin que lui. Par exemple, et je suis sûr que vous connaissez l'histoire, le dossier d'Eli Cohen, donc ce fameux espion israélien pendu à Damas dans les années 60, le dossier, donc une valeur émotionnelle très importante pour les Israéliens, a été rendu par Shara. La dépouille d'un soldat tué au Liban en 1983 a été rendue. Le FPLP palestinien a été chassé. Pour la première fois, il y a une semaine, il y a eu une cérémonie religieuse dans la synagogue de Damas par le neveu du dernier rabbin qui avait quitté dans les années 50. Quand Shara a rencontré la diaspora syrienne aux États-Unis, au premier rang, il y avait la communauté juive, donc chassée depuis les années 50. Donc, et ça, c'est un exemple très visible, mais il y a d'autres choses qui sont aussi faites en même temps. Donc, est-ce qu'il faut, c'est pas est-ce qu'il faut passer des accords, c'est est-ce qu'il faut donner sa chance à ce nouveau pouvoir. Parce que, imaginons, on dit non. Ce qui est actuellement la politique israélienne. Même s'il y a des voix discordantes en Israël par rapport à ça, si le choix sécuritaire est poussé jusqu'au bout, il y a une fenêtre stratégique qui va se fermer à un moment. Parce que même tout ce qu'il a fait vis-à-vis d'Israël, et j'insiste là-dessus parce que c'est un très bon exemple, ça le met en porte-à-faux avec ses propres hommes. Ils lui disent, on est en train de faire des pas, on est en train de tendre la main, là ce qui est en rouge écrit en arabe, c'est une frappe israélienne il y a 2 heures. Mais les Israéliens continuent de nous frapper. À quoi bon? C'est sa base. Donc il faut rassurer sa base. Et s'il arrive à des accords, ça va rassurer sa base. Ce n'est pas quand même anodin qu'une délégation syrienne rencontre les Israéliens à Dubaï, à Bakou, 2 fois à Paris et à Londres. Donc ce sont des choses qui sont très, très tangibles. On peut choisir de dire le sécuritaire, et il n'y a que le sécuritaire qui vaille. Mais ce n'est pas la solution. Il faut qu'une solution politique soit mise sur pied avec
cet homme, oui, tout repose sur lui aujourd'hui, mais le temps passant, ça ne va pas reposer que sur lui. Ça va reposer sur d'autres. J'espère que j'ai répondu. Merci. Hélène Conway-Mouret. Oui, merci beaucoup. Monsieur, vous êtes non seulement un grand spécialiste, vous reposez sur vos recherches, mais vous avez aussi cet avantage de l'expérience de terrain qui fait que vos propos sont d'une très grande clarté. Alors, énormément de questions que j'avais, je les ai éliminées au fil du temps, puisque dans vos réponses, vous avez répondu très largement. J'aimerais quand même que vous reveniez sur 2 points. Vous avez très justement parlé de cet équilibre nécessaire entre les minorités et aussi de cet équilibre avec les pays voisins. J'aimerais que vous parliez de cette relation avec Israël. On sait qu'il y a des frappes pratiquement quotidiennes dans le sud du pays. Et donc, comment ce pays peut-il se relever quand il continue à être attaqué de l'extérieur? Et aussi, j'aimerais que vous parliez peut-être de l'influence iranienne et turque. Vous avez déjà abordé le sujet par le biais, en effet, de la présence des Kurdes dans le nord du pays. Mais est-ce que là, on n'a pas une réaction d'Israël par rapport à, justement, cette influence turque ou iranienne et que finalement, la Syrie est le terrain de tension finalement entre ces pays. Et le deuxième point, vous avez abordé le redressement économique, bien évidemment qui passe par la reconstruction, mais comment peut-il y avoir une activité économique dans un pays qui est dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire de délitement total, de démolition en effet des infrastructures. Donc, comment ces Syriens, même s'ils reviennent, notamment ceux du Liban, sont revenus, mais est-ce qu'ils ne sont pas repartis au Liban? Sont-ils restés? Parce que sont-ils en capacité de travailler finalement et d'avoir une activité? Et enfin, il y a un troisième point donc, que vous n'avez pas abordé jusqu'à présent, le seul d'ailleurs, sur les Captagons. C'était quand même un élément essentiel dans l'économie de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la production de cette drogue? Ben, je vais commencer par la fin, donc par le Captagon. Évidemment, c'était une des ressources principales du régime syrien, et c'était une façon aussi de maintenir ou de s'assurer, pardon, de la loyauté de pans de la population syrienne, toute confession confondue, parce que c'était une source de revenus. Donc, pour faire court, c'était géré directement par l'État syrien, par la 4e brigade du frère d'Assad. Quand Shara est rentré à Damas, il a fait un discours à la mosquée des Omeyyades, et il a parlé du Captagon, en disant on va mettre un terme au Captagon. Donc effectivement, la tête de réseau est tombée, mais sauf qu'il y a du stock. Donc ce qui dit il y a du stock, c'est que les petites mains qui vendaient pour la tête de réseau vendent pour leur compte aujourd'hui. Ils fabriquent encore? Ils vendent. Mais ils ne fabriquent plus. Il y a plus, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Parce que par exemple, juste, c'est assez amusant de voir qu'on disait souvent le Captagon fabriqué par les djihadistes, et l'État islamique était battu, on n'a pas trouvé un seul laboratoire. Alors qu'en Syrie, dans chaque immeuble, il y avait un laboratoire pour le compte du régime. Donc parenthèse fermée, je ne sais pas s'il y a encore de la fabrication, j'imagine que oui, mais pas à la même échelle. D'ailleurs, les Jordaniens continuent d'intercepter des drones qui portent, des petits drones qui portent du Captagon et qui essayent de passer de la frontière, donc depuis la région surtout depuis la région de Souaïda. Et c'est pas pour dire que c'est les Druzes qui trafiquent le Captagon, c'est toute communauté confondue qui trafique le Captagon dans la zone, y compris les Bédouins. Et d'ailleurs, ça faisait partie des contentieux qui ont fait que ça a éclaté entre les Bédouins et les Druzes. Donc, il combat le Captagon, que ce soit depuis à la frontière libanaise ou à la frontière jordanaise. Et d'ailleurs, c'est un dossier très important pour lui, parce que c'est un vrai problème pour les pays du Golfe. Donc, en parler et combattre, c'est aussi, ça fait partie de sa stratégie de rapprochement, disons, avec les pays du Golfe et avec la Jordanie. La Jordanie, avec laquelle il a des accords qui sont plutôt, qui marchent très bien. Sachant que le Premier ministre jordanien est druze lui-même, par exemple.
L'autre question, c'était sur les choix des Israéliens. Donc oui, c'est un choix sécuritaire. Donc ce qui était plutôt compréhensible, le fait de détruire l'appareil militaire de l'armée syrienne le lendemain de la chute d'Assad. Ils ne savaient pas qui allait mettre la main sur des missiles balistiques, etc. Même militairement parlant, c'est compréhensible. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est que ça continue, surtout que les cibles qui sont frappées maintenant sont quasiment toujours des casernes vides, ou en tout cas en parlant des facilités militaires, il n'y a plus grand-chose, quoi. Il n'y a plus grand-chose à taper, et les incursions mettent à mal les efforts entrepris par Damas dans ce sens-là. En parlant avec des responsables assez haut placés à Damas, sans les citer nommément, parce que ça reste un sujet très sensible pour eux en interne, ce qu'ils demandent aujourd'hui des Israéliens, c'est un retour aux accords de 1974 et un retrait de la zone tampon où les Israéliens ont avancé. Ils ne demandent même pas de récupérer le Golan qui a été annexé en 1981. Donc le seuil ou le plafond des demandes syriennes est très très bas par rapport aux Israéliens. Mais, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a des voix en Israël qui veulent ouvrir un vrai dialogue avec Damas. Je pense à l'ancien Premier ministre Ehud Olmert l'a dit très ouvertement, d'autres voient des appareils, disons, sécuritaires, donc les gens qui connaissent bien le sujet, quoi. Ils savent que des choses peuvent être faites. Surtout qu'encore une fois, c'est un peu paradoxal de voir que le pouvoir de Damas, qui a finalement chassé le Hezbollah et les milices chiites de Syrie, le plus grand danger, en tout cas pour Israël, se retrouve aujourd'hui dans une position où, si les intérêts ponctuels israéliens sont le désordre, eh ben, ça rejoint les intérêts des Iraniens. Donc c'est un peu paradoxal comme situation. Et quelle était votre deuxième question? C'était le rapport de force Turquie-Iran. Ah oui, mais c'est en rapport avec Israël. Et oui. l'économie. Ben, en tout cas, le rapport de force, c'est que aussi les Israéliens perçoivent l'influence turque en Syrie comme un danger. Voilà. Donc ils ne veulent pas que les Turcs puissent se déployer au sud de Damas. Ce que les Turcs ambitionnaient de faire. C'est-à-dire, moi, je suis passé devant un aéroport qui s'appelle le T4, à côté de Palmyre, la fameuse ville de Palmyre qu'on connaît tous pour ses ruines, mais aussi pour sa prison. C'est un immense aéroport dans lequel les Turcs ont essayé de s'implanter et qui a été frappé par les Israéliens. Donc aujourd'hui, c'est un jeu, on va dire, le jeu, en tout cas, du gouvernement Netanyahou, c'est le tout sécuritaire. Sachant qu'il y a très peu de temps, les relations turco-israéliennes étaient au beau fixe. Malgré, après, ça veut dire même malgré le fait, malgré ce qui se passe à Gaza, etc. etc. C'est donc, mais bon, ça c'est pas figé dans le temps. Donc si le gouvernement Netanyahou change, la politique israélienne changera avec. Et pour l'économie, ils ont les moyens, les Syriens, de reconstruire leur pays. Et quand on parle du Liban, etc., vous pensez plutôt aux travailleurs. Mais il y a une diaspora qui est très très riche. Il y a des tycoons syriens, donc qui ont les moyens de réinvestir dans leur pays. Ce qui les empêche, c'est évidemment la situation qui reste, évidemment à la sortie de tout ce qui s'est passé, incertaine, mais aussi le fait que toutes les sanctions n'ont pas encore été levées. Donc personne n'a envie d'investir à perte ou avec un risque, disons, judiciaire, s'il met de l'argent dans le pays. Mais en tout cas, tout est fait pour que ça soit remis en route. Il y a un gros problème aussi en Syrie, c'est la corruption. Et ça aussi, c'est un grand chantier pour l'actuel pouvoir, parce que il est obligé de faire avec les gens qu'il a dans les administrations. Hein, j'aime souvent donner cet exemple, revenir sur cet exemple. La France, en 1944, toute l'administration, il a fallu faire avec.
Je vous rappelle quand même que le proc qui a plaidé contre Pétain a été nommé par Pétain. Donc toutes ces problématiques sont aujourd'hui très réelles en Syrie. On a par exemple des juges antiterroristes à Alep qui l'étaient sous Assad et qui aujourd'hui sont encore juges à Alep. Et donc ça, c'est un peu incompréhensible pour certains, mais il doit faire avec l'équipe qu'il a pour remettre le pays sur pied. Alain Casabonne. On va gagner du temps parce que vous avez déjà répondu à la question que je l'ai posée au travers des 2 questions précédentes. Ah ben c'est très bien. Merci Alain. Michel Gréaume. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Snark pour toutes les informations et connaissances que vous partagez avec nous. Mes questions se porteront sur les Kurdes. Les Kurdes ont toujours été présents pour combattre Daesh. On observe que la question kurde est souvent traitée sous l'angle sécuritaire, mais elle engage aussi une véritable alternative politique. D'un côté, l'appel récent d'Abdullah Öcalan en faveur d'une dissolution du PKK pourrait constituer un moment charnière et constituer un levier diplomatique dans le cadre d'une résolution politique. D'un autre côté, l'expérience de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, la ANES, a montré une capacité d'organisation, de gouvernance et de résilience. On y retrouve les principes qui tranchent avec l'autoritarisme ambiant, égalité entre femmes et hommes, pluralisme religieux et éthique, autonomie locale. Ce modèle est loin d'être parfait et reste marginalisé, mais il propose une piste concrète pour une Syrie plus ouverte. Or, cette expérience est aujourd'hui menacée à double titre. Militairement, par la pression des groupes armés comme Hayat Tahrir al-Sham, par la Turquie et ses alliés de l'armée nationale syrienne, et politiquement, par son exclusion quasi systématique des grandes négociations institutionnelles sur l'avenir du pays. C'est pourquoi je voudrais vous interroger sur plusieurs points. L'appel d'Öcalan en faveur d'une dissolution du PKK peut-il être utilisé comme levier diplomatique pour avancer sur la question kurde en Syrie? Et dans quelle mesure l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie constitue-t-elle une alternative politique crédible dans le contexte syrien actuel? Les principes de gouvernement kurde peuvent-ils s'imposer comme modèle au-delà du territoire kurde? Et enfin, quelle est selon vous la résilience de ce projet kurde face à la double menace qu'il subit, militaire d'une part et politique d'autre part? Merci. Donc merci pour votre question. Ça va me permettre quand même de rappeler qu'effectivement, oui, les Kurdes se sont battus contre l'État islamique aux côtés de la coalition. Mais vous mentionnez Abdallah Öcalan, donc à la tête du PKK. Donc ça n'a pas empêché la coalition de travailler avec un mouvement qualifié de terroriste contre un autre mouvement terroriste. Donc il n'y a pas de percée conceptuelle aujourd'hui par rapport à ça. Donc c'est bien de le rappeler. Après, les zones administrées qu'on voit en jaune par les Kurdes restent quand même en majorité arabes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ceux qui sont montés au combat aussi contre l'État islamique sont aussi les Arabes de ces zones. Donc tout ce qui longe l'Euphrate, c'est arabe. Raqqa, c'est arabe. Vous voyez? Donc ce qui maintient cette administration, c'est la présence de la coalition. Et quand on voit, par exemple, que les détenus français djihadistes ont été transférés en Irak, en nombre, dernièrement, on imagine que la carte maîtresse de l'administration kurde de cette zone est en train de leur filer entre les mains. Donc être les geôliers des djihadistes étrangers. Dans l'absolu, ce que vous dites sur le papier et sur le partage du pouvoir, etc., comment ça se passe dans l'Est syrien, c'est une chose, mais aussi l'application sur le terrain, c'est autre chose. On reste quand même dans quelque chose de très rigide et autoritaire. On n'est pas du tout dans ce qu'on peut imaginer de plus démocratique. Il n'y a pas d'opposition kurde à l'actuel pouvoir kurde dans le nord-est syrien. Après que Damas ne veuille pas discuter avec le YPG
donc la branche syrienne du PKK, dû en devenir de la Syrie, ça s'entend de leur point de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'exclure tous les Kurdes. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et ça, c'est important à garder en tête. Parce que les conditions qui ont mené à l'existence du Kurdistan irakien, qui est une forme d'autonomie et pas une forme d'indépendance, ne sont pas réunies pour la Syrie. Parce que toute la zone jaune que vous voyez, elle est à majorité arabe. 80% des combattants des forces démocratiques syriennes sont arabes. Moi, j'ai visité Manbij, que vous voyez en vert, là, tout en haut. Manbij était une zone tenue par les forces démocratiques syriennes, donc à commandement kurde. Quand Damas est tombé, les combattants arabes de Manbij, qui étaient avec les Kurdes, ont retourné leur veste. Et la ville a été prise sans combat. Donc ce scénario peut se reproduire ailleurs. Le plus judicieux, c'est que les actuelles forces démocratiques syriennes montent dans le train du changement avant que ça soit trop tard. Trop tard égale les Américains se cassent. Pour parler de manière très, disons, directe. Parce que c'est pas... il n'y a pas une autre force, y compris française, qui pourra remplacer les Américains sur place. Si les Américains partent, le contrat sera rompu. Donc il vaut mieux, maintenant, au moment où ils ont des cartes entre les mains, de rentrer et de réactiver ou d'appliquer les accords du 10 mars, donc qui ont été conclus avec Damas. Ce n'est pas simple, mais il n'y a pas d'autre voie, en tout cas, qui se dessine. Et je vous rappelle que la France était proactive dans ce processus de rapprochement entre donc Mazloum Abdi, à la tête des Kurdes, et Ahmed al-Shara. La France était proactive, parce qu'elle a une influence sur les Kurdes, et elle sait, la diplomatie française, que l'intérêt des Kurdes aujourd'hui, c'est effectivement de rentrer dans le processus. Parce que Öcalan a dit ce qu'il a dit, parce que si les Américains partent, il y aura un vide, mais on est vraiment dans une période incertaine, et d'où, je vous rappelle, le transfert des détenus combattants djihadistes de l'État islamique français en Irak. Donc la clock is ticking, comme on dit en anglais, l'heure tourne, et il faut qu'une solution soit trouvée avant le départ, qui peut être très abrupt, des Américains. Et ce qui fait que les Turcs ne sont pas pour une opération militaire maintenant, c'est parce que les Turcs sont dans un processus plus complexe en Turquie. Et c'est ça leur priorité. Donc, de résolution du conflit avec le PKK. Donc, tout est lié finalement, mais il ne faut pas imaginer que si les Américains partent, ce qui est mis en place dans l'Est syrien serait viable. Ça, c'est vraiment quelque chose... Parce que même les pays de la région, même le Kurdistan irakien, qui n'est pas un pays, mais qui est une région, sont en très bons termes avec Ahmed al-Shara et avec les Turcs. Il faut vraiment garder ça en tête. Ça veut dire, on peut se dire, comme vous l'avez très bien rappelé, ils se sont battus, etc., etc. Oui, mais les choses sont en train de changer, et les choses sont en train de changer très très vite. Donc l'intérêt aujourd'hui des forces démocratiques syriennes, c'est de monter dans le train du changement qui a lieu en Syrie. Petit détail, mais intéressant, les 2 fois où Mazloum Abdi a rencontré Ahmed al-Shara à Damas, il a été escorté et amené par les forces spéciales américaines et des fois françaises. Donc c'est une marche c'est la marche de tout le monde en fait. C'est la marche de tout le monde. Et même lui, Mazloum Abdi, si on rentre un peu dans le détail, il a des oppositions à l'interne. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la dissolution du mouvement armé PKK et estiment que Mazloum Abdi devrait être écarté. Donc là aussi, ça tient sur un seul homme.
qui, lui, est pour le dialogue. Mais l'équilibre des forces à l'intérieur fait qu'ils sont en train de jouer la montre avec ce qui s'est passé à Souaïda, avec ce qui s'est passé ailleurs. Mais la montre, finalement, elle est américaine. Elle n'est ni française, ni turque, ni irakienne, ni kurde. Elle est américaine. Le jour où Donald Trump dit « on part », toutes les cartes seront rabattues. Donc, vaut mieux, encore une fois, qu'ils rentrent dans la danse du nouveau pouvoir, alors qu'ils ont encore des cartes en main. Merci beaucoup. Alors, Étienne Blanc. Quelle est la situation des rapports entre l'actuel président syrien et les Russes? Et est-ce que vous pouvez nous dire le sort qui a été réservé aux 2 bases russes, 2 bases importantes, très utiles à la Russie? Et comment est-ce qu'aujourd'hui les Américains considèrent ces rapports? Est-ce qu'ils les craignent entre le président syrien et les Russes? Je peux vous dire qu'il a été très diplomatique avec les Russes dès la première heure, même avant la prise de Damas. Avant la prise de Damas, il a fait un communiqué, alors que des Russes étaient morts sur les fronts d'Alep, hein, et que l'aviation russe essayait de couper le pont de Rastan, donc pour couper la route aux combattants d'HTS. Il a fait un communiqué en disant, en appelant les Russes à lâcher Assad, en leur disant notre contentieux il est avec Assad, il n'est pas avec vous. Il n'avait pas encore pris Damas. Une fois Damas prise, si vous regardez la carte, il y avait des Russes partout. Il y avait des Russes à Manbij, il y avait des Russes à Palmyre, qu'on ne voit pas sur la carte, et il y avait évidemment des Russes sur la côte et au sud de Damas, donc des militaires russes. Un accord a été conclu pour que tous ces militaires russes puissent se retirer en bon ordre vers la côte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les éléments russes ont pu se retirer en bon ordre vers la côte. Moi-même, j'ai eu des images de djihadistes français qui filmaient les colonnes russes et qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'ont pas le droit de tirer. Donc c'est un exemple assez parlant sur le rapport avec les Russes avant et juste après la chute de Damas. Une fois bien établi à Damas, il a commencé à discuter avec les Russes. D'ailleurs, les Russes n'ont pas tardé à changer le drapeau à l'ambassade à Moscou. Le lendemain de la chute de Damas, on voit le drapeau de la rébellion. Et l'ambassadeur syrien, donc d'Assad, à Damas, qui n'est autre que Jafari, qui était son représentant à l'ONU, a fait un communiqué depuis Moscou en qualifiant le régime d'Assad de régime mafieux. Donc les Russes ont très vite retourné leur veste. Quelques mois plus tard, ils ont envoyé Bogdanov, qui est un des plus grands diplomates russes pour la région. Les bases sont maintenues, que ce soit à Tartous ou à Hmeimim. Et le ministre des Affaires étrangères a rencontré Lavrov à l'ONU. Il l'a rencontré avant aussi, je ne sais plus à quelle occasion. Et Sharar est prévu en octobre, mi-octobre à Moscou. Donc les Russes sont très pragmatiques. Et lui-même, il sait bien que dans le jeu des puissances, avoir 2 bases russes, c'est aussi un levier vis-à-vis des autres. Et donc ces bases sont là, sont maintenues et sont protégées par ces hommes à l'heure où on parle. Et donc les Russes ont été très très pragmatiques dès le début. Ils n'ont pas hésité une seconde. Et ce qui d'ailleurs, ils ont fait exactement ça avec les talibans, les Russes. Même avant le départ des Américains, ils ont noué des rapports avec les talibans. C'est un des premiers pays à reconnaître les talibans, etc. Donc les Russes sont égaux à eux-mêmes dans ce registre où seuls les intérêts de l'État russe priment. Et un intérêt primordial pour la Russie en Syrie, ce n'est pas l'aéroport de Hmeimim, c'est le port de Tartous. Le port de Tartous, c'est le seul port sur la Méditerranée, en plus après la fermeture de la mer Noire, qui peut accueillir des sous-marins russes. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc c'est ça leur intérêt. Merci beaucoup Valérie Boyer.
vous dites que la situation est améliorée ou stable pour les chrétiens. Ce n'est pas tout à fait les informations que nous avions. Mais bon, on espère toujours. De toute façon, il en reste tellement peu que... et justement, ma question porte sur deux groupes. D'abord, des nouvelles du Kurdistan, mais je vous en avais donné. Mais je voulais avoir des nouvelles des Yézidis, où est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Où sont-ils? Voilà. Est-ce qu'on a pu récupérer une partie de ceux et celles qui avaient été enlevés, des enfants, etc. Où ça en est? Très bien, merci pour la question. Ravi d'avoir répondu aux autres, mais les Yézidis, c'est plutôt en Irak. C'est pas en Syrie. Il y a eu effectivement des femmes yézidis kidnappées par l'État islamique pour le coup, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec le Kurdistan irakien, mais pas avec les autorités syriennes. Mais ça me permet aussi de parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé. C'est que les nouvelles autorités syriennes, en ce qui concerne les dossiers épineux comme ça, ils sont en train de jouer le jeu. Je vous rappelle qu'il y avait dans un orphelinat à Damas, sous Assad, des orphelins français qui étaient maintenus et qui ont été rendus très vite par les nouvelles autorités de Damas à la France. Il y a un autre dossier aussi qui a été traité rapidement, c'était le lendemain de la chute d'Assad. Il y avait un détenu américain qui était dans les prisons d'Assad, qui s'est retrouvé à errer dans la banlieue de Damas après la chute du régime, et qui a été récupéré par HTS, qui n'était pas encore le nouveau pouvoir, et qui a été acheminé directement jusqu'à la base de Tanaf, à la frontière irakienne, et rendu au commandant des armées américaines sur place. Donc il donne des gages dans ce sens-là. C'est une bonne question aussi, parce que, on sait bien aussi qu'il y a des ressortissants français sur place. Je ne parle pas des détenus dans les zones kurdes, donc femmes, enfants, etc., mais aussi dans la zone d'Idlib et ailleurs. Et donc ce sont des dossiers sur lesquels Damas, donc les nouvelles autorités de Damas, se sont montrées très ouvertes vis-à-vis de tous les pays concernés, en tout cas. Mais eux, c'est l'État islamique, Madame Boyer, c'est pas eux. Mais c'est pas... Dernière question, Hugues Saury. Merci Madame la Présidente. Je suis désolé, j'ai dû arriver en retard et peut-être ma question a déjà été traitée. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'interrompre. Elle concerne la Constitution. Et vous avez évoqué la persistance des juges dans certains endroits du pays. Et donc, dans l'attente de nouveaux textes, je crois que c'est le code pénal en vigueur et celui qui s'appliquait au moment de Bachar al-Assad. À la mi-mars, le président al-Shara a signé une déclaration constitutionnelle pour une période transitoire, je crois qu'il y a d'environ 5 ans, jusqu'à la rédaction d'une nouvelle constitution. Alors ce texte provisoire devient le document de référence et il affirme un certain nombre de choses comme la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression et de culte, la protection des droits des femmes, la diversité des droits culturels et linguistiques. Et en même temps, il consolide le pouvoir dans le cadre d'un régime présidentiel extrêmement fort. Alors, vous nous avez dit à plusieurs reprises que al-Shara était un islamiste. On ne peut pas dire que les avancées démocratiques de ce texte de référence soient la caractéristique première des pouvoirs islamistes. Est-ce que vous considérez que, en fait, c'est un gage provisoire qui est donné à la communauté internationale? Et est-ce que vous avez des informations sur la constitution définitive qui serait en cours de rédaction et est-ce qu'elle reprendrait donc cette avancée démocratique dans le cadre d'un pouvoir fort? Je vous remercie. Donc, merci pour votre question. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais évidemment, ce que vous avez cité sera maintenu. Et d'ailleurs, ça me permet de rappeler que c'est la première fois, par exemple, que les Kurdes ont des droits linguistiques et culturels en Syrie. Je rappelle qu'à l'époque d'Assad, père et fils jusqu'à la Révolution, ils n'avaient même pas le droit à la nationalité. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter. Les avancées vont dépendre des élections. Quelle serait la forme, disons, du nouveau pouvoir législatif. Mais en tout cas, quand je dis islamiste, ça veut dire conservateur. Hein. Ça veut dire qu'il y a des pouvoirs
il y a des pouvoirs islamistes qui ne sont pas pour autant révolutionnaires, velléitaires et guerriers. Entendons-nous bien. Donc évidemment que la charia islamique sera une source d'inspiration ou de référence, hein, comme dans la majorité des pays arabes de la région. Hein, ou même des pays arabes tout court, en commençant par la Mauritanie, en finissant par les Émirats arabes unis. Mais en tout cas, quand on voit, encore une fois, ce qui a été entrepris à chaud, juste après la chute d'Assad, connaissant le CV du nouveau président et ses forces vives, on peut dire qu'il a fait des pas assez importants. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de déçus de ce qu'il entreprend, qu'ils estiment qu'il est en train d'aller trop loin, que c'est pas pour ça qu'on s'est battu, que c'est pas pour ça qu'il y a eu 500 000 morts, etc., etc. Donc, je reviens, vous n'étiez pas là au début, je reviens à ce que je disais au tout début de mon propos. Le plus grand défi aujourd'hui pour la Syrie, c'est la paix sociale au sein même de la communauté majoritaire qui est sunnite. Une fois cette paix sociale assurée, cette réconciliation faite au sein de la composante majoritaire, rassurée, tout en découlera. Un dernier mot de Pascal Alizard. Oui, une question très rapide, générée par votre précédente réponse. Merci d'ailleurs pour tous les éclairages que vous nous avez donnés. Mais ma question porte sur le rapport de force militaire, on va dire, entre la Russie et l'actuel pouvoir syrien. Moi, j'entends bien le pragmatisme à la fois des Russes et des Syriens sur les implantations russes, et c'est essentiellement le port de Tartous, mais imaginons un seul instant que les Syriens avaient envie de reprendre Tartous. Ça ne tient pas. Donc l'accord diplomatique, voilà, il y a une espèce de window dressing là-dessus parce que ça ne peut pas être autrement. Ou est-ce que les Syriens auraient réellement les moyens d'exiger le départ des Russes de Tartous? Vous savez, les Syriens, ils ont, surtout ce nouveau pouvoir, il a roulé sa bosse, j'ai envie de dire. S'il a envie de faire partir les Russes, il les fera partir. Voilà, ça c'est de un. De deux, il ne le fera pas, parce que c'est une carte entre ses mains. C'est plutôt bien pour lui, dans l'équilibre, de jouer la carte de plusieurs puissances, surtout qu'on est dans une période d'instabilité. Mais cette carte qu'il joue, elle vient à un prix, vis-à-vis de sa base aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas qu'on se rabiboche, entre guillemets, avec les Russes, qui bombardaient jusqu'au dernier moment le réduit d'Idlib, y compris ses camps et ses habitations. Donc ça aussi, à chaque fois, on a l'impression, parce que, bon, heureusement, on vit dans des sociétés en paix, quoi, que tout est que de la com. Chaque pas qu'il fait a un prix politique réel et sécuritaire réel. Chaque ouverture vis-à-vis des minorités est un risque. Chaque accord diplomatique avec les Russes, et encore plus avec les Américains, est un risque. Et ça vient à un prix, pour sa propre base. Et ce qui le maintient au pouvoir, ce ne sont pas ses accords, c'est sa base. Donc s'il est adoubé par le monde entier, reçu par Trump, et il perd sa base, il ne va pas rester au pouvoir. Donc encore une fois, on a souvent tendance à calquer nos paradigmes sur ces pays, politiquement parlant, mais la partition qu'il joue est très 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 complexe. Très très complexe. Et d'ailleurs c'est pour ça, par exemple, premier voyage à l'étranger, au risque de me répéter, c'était vers les pays arabes, c'était vers l'Arabie Saoudite, donc rival des Turcs, théoriquement parlant. Et donc ce qui est miraculeux aujourd'hui en Syrie, c'est que tout le monde est d'accord pour dire il faut que ça marche. C'est une fenêtre. Les deux acteurs qui sont en train de perturber cette marche, il y a deux acteurs, les Israéliens et les Iraniens, paradoxalement. Quand je dis les Israéliens, l'actuel gouvernement Netanyahou. Parce qu'encore une fois, il y a des voix en Israël qui estiment qu'il faut prendre la main tendue et capitaliser sur ce qui a été déjà fait.
Merci beaucoup. Bon, je crois que vous nous avez bien montré la complexité de la situation en Syrie et aussi les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Nous aurons d'ailleurs l'occasion certainement d'en reparler avec vous pour voir l'évolution de la situation. Je voudrais juste dire, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, même pas du tout, que la France a rétabli son poste à Damas aussitôt et que donc il y a un certain nombre de relations qui se font actuellement entre les deux pays. Je tiens par ailleurs à saluer le travail de la diplomatie française sur ce sujet, où elle était proactive et efficace. Merci beaucoup, merci de votre intervention. Et puis, chers collègues, bonne journée à tous et à toutes. La situation en Syrie n'est pas le seul bouleversement qui secoue le monde. Il y a la reconnaissance par Emmanuel Macron de l'État de Palestine, le conflit en Ukraine, la politique étrangère aussi de Donald Trump et ses relations avec l'Union européenne. Des sujets détaillés par Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales. Je vous laisse suivre son audition. Je voudrais faire 3 remarques introductives. La première concerne effectivement la situation de la production doctrinale en France, et nous avions eu l'occasion dans le cadre de cette commission d'en discuter, notamment lors d'une intervention en mars 2023. Nous avons désormais un nouveau document de cadrage, la revue nationale stratégique, qui a été rendu public le 14 juillet dernier, qui est un document substantiel, qui est d'analyse du contexte, qui effectivement indique un certain nombre d'orientations et de moyens. Je n'ouvre pas la discussion à ce stade que vous m'avez posé, c'est-à-dire est-ce que fondamentalement les moyens sont là pour répondre à la menace? Je ne le crois pas. Mais peut-être plus important encore, c'est que je pense que le constat de la dangerosité est souligné, et c'est un point positif. Je commence beaucoup de mes présentations désormais en lisant, je vais éviter de le faire ce matin parce que vous le connaissez, le point 7 de la revue nationale stratégique, qui écrit noir sur blanc l'hypothèse d'un engagement majeur en Europe, hors du territoire national, à horizon 2030. Et le premier point d'introduction, c'est que si ce constat est très largement partagé dans la communauté stratégique d'où je vous parle au fond ce matin, il ne l'est pas du tout, notamment dans l'appareil productif, dans le monde des grandes entreprises et dans le monde politique, ça c'est à vous de me le dire. Mais j'ai vraiment l'impression d'un décalage très fondamental entre la description du contexte international, sa gravité, sa dangerosité, et l'absence de préparation. Au fond, prend-on au sérieux ce qui est écrit dans la RNS et se prépare-t-on en conséquence? Et ma réponse pour le moment est négative. La deuxième remarque introductive, c'est que ce risque d'engagement majeur en Europe, il s'explique fondamentalement par l'attitude de la Russie. Et qu'une des grandes difficultés d'analyse qui est devant nous, c'est comment contrecarrer la menace russe sans restreindre notre lecture géopolitique à la seule guerre d'Ukraine. Il y a un risque de focalisation qui, évidemment, risque de nous faire perdre de vue d'autres questions, et en particulier la manière dont le conflit israélo-palestinien s'invite dans nos sociétés. Si, de mon point de vue, la guerre d'Ukraine constitue le centre de gravité de la sécurité européenne, le paradoxe, c'est que cette guerre d'Ukraine est vue comme un conflit de plus en plus périphérique par les grands acteurs stratégiques. Et que de ce point de vue-là, la guerre d'Ukraine provincialise l'Europe à l'échelle globale, Russie incluse. Le troisième point d'introduction, c'est que la question, à mon avis, qu'il faut essayer de se poser très lucidement, c'est quels sont les effets que notre pays peut désormais produire, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire. Au fond, qu'est-ce que la France est, à l'échelle du monde, capable de produire par elle-même comme effet? Qu'est-ce qu'elle est capable de produire dans un cadre européen, avec évidemment une discussion assez fondamentale de quel est l'état de ce cadre européen et comment il s'organise? Qu'est-ce qu'elle est
capable de produire dans un cadre multilatéral, qu'est-ce qu'elle est capable de produire, pour reprendre le terme à la mode, en coalition. Et je crains que sur les 2 dossiers les plus sensibles identifiés par la RNS, c'est-à-dire la Russie et l'Iran, troisième grande menace, mais qui est d'une autre nature, qui a été identifiée par la RNS, c'est, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Chine. Au fond, nous avons une situation très délicate, puisque, en ce qui concerne l'Iran, je rappelle la formule du président Sarkozy en 2008, il y a donc 17 ans, lorsqu'il indiquait qu'il fallait éviter l'alternative catastrophique entre le bombardement de l'Iran et la bombe iranienne. Eh bien, nous avons probablement les 2, désormais. Et quant à l'Ukraine, je crois que les Européens cherchent, quoi qu'il en coûte politiquement et économiquement, le maintien de la protection américaine et l'arrêt de la guerre d'Ukraine. Et je crains qu'il n'ait ni l'un ni l'autre. Donc ça me conduit au premier volet de cette présentation sur la guerre d'Ukraine, sur lequel je vais passer un peu plus de temps que sur les 3 autres, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'importance des travaux que j'ai pu conduire dans le passé, l'importance personnelle du temps passé sur cette zone-là, et également peut-être de faire référence à un de nos échanges précédents en mars 2023, où, au fond, la question que nous étions posée, c'est, rappelez-vous, on parlait alors de la contre-offensive ukrainienne, et la question que nous étions posée, c'est quels sont les plans ou les alternatives si cette fameuse contre-offensive échouait, ce qui était pas forcément, je dirais, la doxa du moment. Eh bien, je crois que cette guerre d'Ukraine montre notre très grande difficulté d'anticipation, le fait que nous soyons surpris par un certain nombre d'aspects, mais la principale surprise stratégique en ce qui me concerne, c'est la résistance ukrainienne et la résilience ukrainienne, en dépit de tout un discours qui annonce la défaite inexorable de l'Ukraine compte tenu de l'asymétrie de moyens entre la Russie et son potentiel humain, économique et militaire face à une Ukraine qui affronte, oserais-je dire seule, la Russie. Alors comment caractériser aujourd'hui la guerre d'Ukraine qui est passée depuis 2023 de 3 à 4 belligérants? L'agresseur, la Russie, flanqué de la Biélorussie, mais désormais de la Corée du Nord, et également, évidemment, l'Ukraine. Je crois que nous avons sous-estimé l'importance de cette participation nord-coréenne et de ce qu'elle signifie au plan global. Nous sommes désormais dans une situation où les pays européens sont moins partie prenante de la sécurité asiatique que des pays asiatiques au sens large ou d'Orient ne le sont de la sécurité européenne. Le fait que des soldats nord-coréens se battent à Koursk reflète à mes yeux une forme d'inversion historique. Le fait que des pays comme le Japon et la Corée du Sud changent de positionnement diplomatique pour soutenir de manière très forte l'Ukraine sur le plan diplomatique, sur le plan financier et économique. Le fait qu'un pays comme la Corée du Sud devienne un fournisseur d'une armée européenne comme celle de la Pologne. Le fait que l'Iran soutienne à ce point militairement la Russie est un indicateur, là aussi, de la position de périphérie qui est de plus en plus celle des Européens. Cette guerre d'Ukraine est conduite par un État néo-impérial, la Russie, qui s'inscrit dans une politique d'éternité, c'est-à-dire dans une politique qui est incapable de penser le principe de succession, et c'est une guerre lancée contre un pays auquel la Russie ne reconnaît plus le droit à l'existence pleine et entière. Une bonne part, à mon sens, des erreurs d'analyse commises en France, mais pas seulement, sur la trajectoire prise par la Russie, s'explique par le peu d'attention prêtée à l'idéologie produite par le régime de Vladimir Poutine au nom d'un prétendu réalisme.
et à ne vouloir résumer ce réalisme qu'au suivi des intérêts de sécurité. Or, le projet russe de Vladimir Poutine, c'est tout simplement la continuation de la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire l'inscription définitive dans un cycle historique de victimisation qui renvoie sans cesse les mêmes menaces du passé. Notre analyse de la Russie aujourd'hui est très délicate parce que nous avons une tension fondamentale en ce qui relève à mes yeux d'une ineptie militaire dans la manière dont la Russie se bat en Ukraine, son inefficacité militaire, son acceptation de ce niveau de perte impossible désormais pour nous à concevoir, et la manière dont cette ineptie militaire, ce niveau de perte, traduit une sourde détermination. En parallèle, on y reviendra, il y a un contraste quand même saisissant entre, la comparaison est uniquement sur la manière de faire la guerre, elle n'a pas de dimension politique à ce stade, mais un contraste absolument frappant entre l'inefficacité militaire russe et l'efficacité militaire israélienne. En ce qui concerne l'Ukraine, je le disais, ce qui frappe, c'est sa résilience, sa capacité ponctuelle à frapper dans la profondeur russe, le fait que ces infrastructures civiles soient systématiquement ciblées, et qu'en même temps, il y a une évolution très notable liée à cette guerre, c'est que l'intégrité territoriale de la Russie a été plusieurs fois violée par les opérations militaires ukrainiennes. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'intégrité territoriale d'une puissance nucléaire est violée régulièrement par des opérations dans la profondeur. Et je pense que cela doit nous conduire à nous interroger sur le glissement de la grammaire nucléaire. Deuxième question, comment cette guerre d'Ukraine mine la sécurité européenne durablement? Le deuxième élément de surprise stratégique en ce qui me concerne, lié à la réélection du président Trump, ce ne sont pas ces tentatives de règlement de la guerre d'Ukraine, puisqu'effectivement, d'une certaine manière, c'est probablement le seul dirigeant à pouvoir l'obtenir, à pouvoir modifier la situation sur le plan diplomatique. Mais l'élément de surprise, c'est le degré désormais de collusion idéologique qui existe entre la Maison-Blanche et le Kremlin sur la lecture d'un certain nombre d'événements, en particulier les causes de la guerre d'Ukraine. Le fait qu'à plusieurs reprises, le président Trump indique que le fauteur de guerre, c'était le président Zelensky, illustre à mes yeux cette inversion à laquelle s'ajoute un mépris affiché pour le droit international ou le fonctionnement multilatéral, comme vous le rappeliez dans votre propos introductif, Monsieur le Président. En ce qui concerne les Occidentaux, ou dirais-je plutôt, effectivement, cette notion d'Occident est aujourd'hui sous tension, elle aussi. Je parlerai plutôt des Européens. Je pense que les Européens donnent parfois l'impression de davantage craindre une escalade avec la Russie qu'une victoire de la Russie en Ukraine. Et c'est très étrange. Dernier point, c'est que cette guerre d'Ukraine ne se limite évidemment pas aux seuls aspects militaires, mais son analyse doit être élargie aux enjeux énergétiques, aux enjeux financiers, aux enjeux technologiques, pour essayer de penser au mieux les effets à moyen terme. Et ce qui est certain, c'est que nous avons désormais deux pays européens profondément marqués par la guerre, la Russie et l'Ukraine, qui est un phénomène social, et que donc le degré de violence que ces deux pays s'infligent aujourd'hui aura des répercussions dans leur propre corps social pour les prochaines, voire 2 générations à venir, ainsi que pour les voisins européens, espérons-le, de manière beaucoup plus limitée. Alors, ce point sur la guerre d'Ukraine me conduit au deuxième volet de cette présentation, qui est le conflit israélo-palestinien. Et je voudrais l'aborder en rappelant un événement diplomatique qu'il ne faut peut-être pas surinterpréter, mais qui est quand même un indicateur que je trouve intéressant
à relever, c'est, si vous vous en souvenez, la résolution présentée par l'Ukraine à l'Assemblée générale des Nations unies en février dernier, résolution contre laquelle la Russie a évidemment voté, ainsi que ses traditionnels soutiens. Mais fait remarquable, ont également voté contre cette résolution la Hongrie, Israël et les États-Unis. Et je pense que c'est indicateur d'une conception du monde qui éloigne effectivement, lecture du monde, qui éloigne effectivement, mais j'y reviendrai, de plus en plus les États-Unis et les Européens. Alors parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien au lendemain de la reconnaissance de l'État palestinien par la France et plusieurs autres pays peut se faire, je crois, en 3 points principaux. Le premier, c'est évidemment de rappeler les conséquences du terrorisme militarisé du Hamas avec l'attaque du 7 octobre et le fait que face à une attaque terroriste, a fortiori de terrorisme militarisé, on a toujours le choix entre la surréaction ou la sous-réaction. Et que le choix fait par Israël est celui de la surréaction. Ce terrorisme militarisé doit nous rappeler qu'on peut être une puissance nucléaire et être très sévèrement frappé par le terrorisme. Les États-Unis l'ont été le 11 septembre, nous-mêmes l'avons été après 2015, et que ce mode d'action, a fortiori dans une dimension très militarisée, n'est pas du tout sorti de l'horizon stratégique. Et c'est un des problèmes que nous avons, c'est-à-dire que nous avons eu des armées qui ont été très mobilisées par ce type de menaces, qui sont aujourd'hui mobilisées par une logique de menace interétatique plus classique, mais ça ne signifie pas que le terrorisme, dans ses différentes acceptions, sorte du champ stratégique. Deuxième point, c'est que les réactions militaires d'Israël donnent le sentiment pour l'État hébreu de vouloir redessiner par la force la carte du Moyen-Orient. Et ce faisant, de faire une guerre sur 6 fronts simultanément. À Gaza, avec la férocité de la riposte, les crimes de guerre et l'image internationale ternie très durablement pour Israël. Au Liban, en ayant décapité le Hezbollah, les opérations régulières en Syrie, les opérations elles aussi régulières au Yémen, mais insuffisamment suivies sur le plan médiatique, plus récemment les attaques sur le Qatar que vous avez mentionnées, et puis évidemment le fait que depuis avril 2024, la guerre interétatique désormais entre Israël et l'Iran, avec les frappes sur le programme nucléaire iranien du mois de juin. Et ça me conduit au 3e point, c'est que ces frappes sur l'Iran sont évidemment l'élément, à mon sens, le plus décisif, pour 2 raisons principales. La première, c'est que nous avons désormais un Iran dont le, entre guillemets, fameux axe de la résistance est disloqué. Et la deuxième raison, c'est que le Premier ministre Netanyahou est parvenu à faire au président des États-Unis ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire bombarder l'Iran. Et ça, je pense que c'est évidemment une rupture tout à fait fondamentale de l'ordre international. Alors, 3e volet, le schisme transatlantique. Pourquoi je parle de schisme? C'est parce que je pense que nous sommes dans un moment où la différence entre les États-Unis et l'Europe, relation transatlantique extrêmement complexe, profonde, historique, substantielle, mais porte fondamentalement sur des aspects idéologiques. Et à certains égards, l'opposition la plus vive que l'on a pu voir en la matière, c'est peut-être l'opposition qui prévaut, mais de manière moins spectaculaire, entre le Vatican et la Maison-Blanche. J'y reviendrai. Mais la manière dont le vice-président des États-Unis, catholique converti,
a essayé de forcer les portes du Kremlin dans les dernières semaines du pape François est un indicateur. Également sur la manière dont le pape François a été le premier à opposer une forme de réponse intellectuelle et politique à l'administration Trump par sa lettre aux évêques américains. Il y a là quelque chose, à mon avis, de très fondamental qui est en train de se jouer sur le plan à la fois des valeurs et de la conception de l'humanisme. Si on se place sur l'aspect diplomatique, il y a 3 actes importants à souligner au cours de l'été. Le premier, c'est le sommet de l'OTAN à La Haye au mois de juin, où les pays européens ont accepté le principe d'une augmentation substantielle de leurs dépenses militaires et ce faisant répondent avec une génération de retard aux demandes américaines exprimées déjà par l'administration Bush-fils. Alors le débat sur le niveau, 5% de PIB, 3,5%, plus 1,5%, est un débat évidemment ouvert, mais la tendance est marquée. Est-ce qu'ils seront capables de produire cet effort? Première question. Et deuxième question, c'est est-ce que cet effort sera poursuivi si d'aventure il y avait un cessez-le-feu en Ukraine? Deuxième épisode, l'accord de Turnberry, ou l'acceptation du tribut que les Européens payent, à l'instar d'autres pays, à l'exception notable de la Chine, aux demandes américaines après le déclenchement de la guerre commerciale par le président Trump au mois d'avril. Ce qui est intéressant dans cet accord entre la présidente de la Commission européenne et le président des États-Unis, c'est à mon sens 2 choses. La première, c'est l'acceptation intellectuelle de l'argumentaire américain. Et la deuxième, c'est la justification dans le communiqué publié par la Commission européenne de la nécessité d'accepter cet accord pour conserver les États-Unis à bord en ce qui concerne la guerre d'Ukraine. Troisième épisode, après le sommet d'Anchorage en Alaska qui a vu le président des États-Unis, au propre comme au figuré, dérouler le tapis rouge devant le président de la Fédération de Russie, la visite à Washington des dirigeants européens qui entourent le président ukrainien dans un moment de très grande vulnérabilité. Et de ce point de vue-là, quel que soit le jugement qu'on porte sur les dirigeants européens, sur le traitement médiatique de cette visite, force est de reconnaître qu'ils ont su, à mon sens, rester dans la discussion à un moment où le risque d'en sortir était très grand. Ce schisme transatlantique, il se traduit donc aussi sur le plan économique par une offensive commerciale, ces droits de douane imposés, ainsi que je le disais à d'autres acteurs, par une offensive technologique et idéologique, c'est-à-dire que dans le discours du vice-président Vance au sommet de l'intelligence artificielle, comme à la conférence de Munich de la sécurité, il y a la même idée sur laquelle l'Europe est désormais incapable d'innover parce qu'elle régule trop et incapable de se gouverner parce qu'elle accepte trop de migrants. Et donc nous avons une offensive idéologique caractérisée et qui se traduit par des ingérences prononcées dans des processus électoraux dans un certain nombre de pays, mais c'est probablement pas besoin de développer ce point devant des élus. Dernier volet de cette présentation, les points qui sont peut-être moins immédiats a priori, mais qu'il faut, à mon avis, suivre de très près, en essayant là aussi de voir les effets de bord qui peuvent exister. Le premier, c'est le conflit à nouveau ouvert entre l'Inde et le Pakistan, au printemps, qui a duré quelques jours et qui aboutit en conséquence immédiate
non pas à un rapprochement entre l'Inde et la Chine, mais à une forme de normalisation, puisque l'Inde du président Modi est très lourdement sanctionnée sur le plan commercial par l'administration Trump, laquelle administration Trump considère qu'elle a arrêté le conflit entre l'Inde et le Pakistan et a donné des signes de reconnaissance au Pakistan qui ont très fortement irrité l'Inde. La structuration de la relation entre l'Inde et la Chine est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup à l'IFRI, parce que nous avons là les deux pays les plus peuplés du monde, mais deux pays dans une situation très différente, une puissance chinoise désormais aux premières loges dans la plupart des domaines, mais qui est dans un moment de vieillissement accéléré, comparable au nôtre, et une Inde qui bénéficie encore de son dividende démographique, et la question étant la manière dont elle va utiliser ce dividende démographique dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Point très important à souligner, l'accord révélé récemment entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, qui montre bien aussi les velléités, ou les ambitions plutôt, d'autonomisation stratégique des pays du Golfe et en particulier de l'Arabie saoudite, avec des conséquences ou des questions assez directes à se poser en termes de prolifération. Troisième point, la Chine. Là aussi, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné dans votre introduction, la revue nationale stratégique souligne la modification de sa trajectoire et notamment les ambitions nucléaires militaires de la Chine, qui est en train de produire un effort tout à fait considérable, qui est sorti de la stricte suffisance et qui veut développer son arsenal nucléaire. Sur le plan diplomatique, la mise en scène effectivement de l'Organisation de coopération de Shanghai et de ses 10 membres, le défilé militaire, la poignée de main entre le président Modi, le président Xi et le président Poutine, le tout sur une logique économique qui reste, même si le terme déplaît fortement aux autorités chinoises, de surcapacité de production et donc de nécessité vitale d'exporter. Et face à des difficultés d'exportation vers les États-Unis, évidemment, un renforcement de la volonté d'exporter vers la Chine dans des secteurs aujourd'hui très menacés, en particulier le secteur automobile, très menacé en Europe. Et puis pour finir, notez aussi l'importance de la situation au Caucase, où eh bien, la défaite de l'Arménie a abouti à une forme d'accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous le patronage, effectivement, du président des États-Unis. Et donc un groupe de Minsk qui était censé gérer cette question et une absence dans la résolution diplomatique finale et de la Russie et de la France. Voilà les points chauds. Il y en a d'autres. Il y a effectivement les questions liées à l'Afrique, mais je pense que ça viendra dans la discussion à la suite du rapport de votre collègue. Peut-être un point de conclusion, c'est que nous le savons, c'est que nous avons des cycles stratégiques comme il y a des cycles économiques. Et la difficulté, c'est de comprendre que ces cycles s'enchevêtrent et que la fin de la guerre contre le terrorisme ne signifie pas le fait que le terrorisme, a fortiori le terrorisme militarisé, ait disparu. Au fond, les trois grands cycles, les deux premiers sont très clairement identifiés. Le premier, ça a été le cycle de la guerre contre le terrorisme lancé par les États-Unis après le 11 septembre et qui a entraîné les interventions en Irak et en Afghanistan. Ce cycle-là, d'une certaine manière, semble se refermer avec le retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021. Vous avez le cycle de la compétition des puissances, là aussi incarné par
la notion de pivot de l'administration Obama, cette idée sur laquelle, au fond, le grand sujet pour les États-Unis, c'est d'accompagner l'émergence de la Chine. D'une certaine manière, notre RNS ou nos travaux les plus récents intègrent cette logique de compétition de puissance. Et la question que je voudrais ouvrir en conclusion, c'est n'assiste-t-on pas à l'ouverture d'un nouveau cycle stratégique par les États-Unis où la menace sera moins la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran que l'ennemi intérieur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces analyses qui susciteront beaucoup de questions, j'imagine, mais qui nécessiteront une réflexion et pour rechercher quelques réponses bien enfouies. Je propose que vous puissiez vous inscrire si vous le souhaitez. J'ai déjà 3 inscrits, donc je vais commencer par Claude Maluret. Je sais pas où il est, Claude. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier, Monsieur Gomard, pour cette présentation qui est, à mon avis, à la fois impressionnante de précision et impressionnante de pertinence. Elle m'amène à une question d'ordre général. En 1979, Jean-François Revel publiait le livre « Comment les démocraties finissent ». C'était le sommet de l'ère Brejnev, au moment où l'Union soviétique était en train d'envahir l'Afghanistan, de s'étendre en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans un certain nombre d'autres endroits, et où la menace sur les démocraties était évidente. Quelques années plus tard, l'URSS s'effondrait. Et la question qui me paraît se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Revel avait tort? Il avait sans doute tort à court terme, mais est-ce que Revel n'avait pas raison avec 40 ans d'avance? En d'autres termes, est-ce que les démocraties sont en train de perdre la partie? À l'extérieur, et vous avez fait la distinction entre les deux, et notamment dans votre conclusion, à l'extérieur, face à l'international des dictateurs pour faire court, et à l'intérieur, face à l'ingouvernabilité croissante, accélérée par les réseaux sociaux, à la montée de l'illibéralisme et à la division des alliés que vous avez souligné. J'aimerais que vous nous disiez quel est votre sentiment, ou plutôt quelle serait la conclusion sur cette question-là de tout ce que vous avez dit dans votre introduction. Avec une question subsidiaire, qui fait peut-être partie d'ailleurs de la même question. Est-ce que le techno-césarisme, pour faire très très court et caricatural, qui est en train de caractériser d'une certaine façon ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que ce techno-césarisme est une idéologie susceptible de se substituer aujourd'hui, comme le souhaitent ses partisans, aux principes démocratiques tels que nous les connaissons depuis les Lumières? Merci bien. Monsieur le Directeur, je vous en prie. Bon, merci, Monsieur le Sénateur, pour une question simple. Voilà, apporter de réponse matinale et simple va être difficile. Mais je vais essayer de le faire de la manière suivante. C'est que, effectivement, il y a un reflux, un certain nombre d'indicateurs qui le montrent, des démocraties à l'échelle globale, et une sorte de désarroi perceptible politiquement dans des démocraties pourtant solidement ancrées, notamment la nôtre. Moi, je pense qu'il y a 3 choses à regarder simultanément et sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant à partir du moment où on reste attaché, ce qui est mon cas, au principe du dissensus, de la discussion, et donc au principe démocratique. D'abord, il y a les élections. Les démocraties fonctionnent par des élections. Et ce qui me frappe, c'est désormais, en particulier dans un pays comme le nôtre, comment le processus, désormais, parfois, suscite du soupçon. C'est-à-dire comment, jadis, un résultat d'élection était considéré comme établi.
Et comment désormais, dans les soirs d'élection, ah ben non, c'est peut-être pas ça les vrais résultats, etc. La manière dont les gens ont voté à distance, etc. Ça, je pense que c'est très dangereux. Parce que ça instille un soupçon sur le résultat et que ce soupçon est ensuite utilisé longuement. La deuxième chose, la notion qui vous occupe comme élu beaucoup plus que moi, parce qu'elle est très sensible politiquement, c'est cette notion d'état de droit. Avec les critiques qu'on peut formuler, observer sur la Cour, le Conseil constitutionnel en France, le rôle décisif de ce type de structure, la Cour suprême aux États-Unis. Idem d'ailleurs aussi en Israël. Je crois que l'état de droit, ce qu'il faut quand même toujours rappeler, et en particulier revenir à des choses assez élémentaires, mais c'est que c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et que ce à quoi on assiste en particulier aux États-Unis, c'est une tentative de fusion des pouvoirs. Elle a eu lieu en Russie, je l'ai observé dans mes travaux antérieurs, et elle est évidemment évidente en Chine, puisque c'est le Parti communiste chinois qui dirige la Chine, et donc qui fusionne ces pouvoirs. Mais cette séparation, elle est constitutive, au fond, de notre fonctionnement démocratique. Et donc je pense que derrière l'état de droit et les débats qui peuvent exister, rappeler l'importance et les importances que ça a sur le rapport à la propriété, sur l'organisation des libertés individuelles, libertés publiques, etc. Et puis il y a un troisième élément, et je pense que c'est évidemment naturel de le rappeler dans le cadre de cette commission, mais qui est assez peu traité médiatiquement, à mon avis à tort, c'est qu'un cadre démocratique repose aussi sur un équilibre civilo-militaire. Avec la vieille question de Platon de qui garde les gardes. Il est quand même très frappant de voir comment le président des États-Unis s'est d'emblée attaché à modifier l'équilibre civilo-militaire, en faisant décrocher les portraits du général Milley, l'ancien chef d'état-major général des armées, qui avait eu l'outrecuidance de rappeler que les militaires américains étaient loyaux à la Constitution américaine. Et cet équilibre civilo-militaire, il est évidemment décisif dans le mode de fonctionnement d'un pays comme la Russie. J'ai consacré un livre en 2008 sur la manière dont Vladimir Poutine a, de manière pas du tout relevée à l'époque, en fait, modifié cet équilibre civilo-militaire. C'est-à-dire que la construction de son pouvoir personnel, c'est le déplacement de l'équilibre civilo-militaire. Et évidemment, il est tout à fait décisif également dans la manière dont la Chine est organisée et gouvernée, puisque le titre peut-être le plus important pour le président Xi, c'est le fait qu'il dirige la commission militaire. Donc ça, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ce point-là, et relever que pour un pays comme le nôtre, ça peut sembler de la philosophie politique, mais ça n'en est pas. C'est qu'en réalité, notre système institutionnel de la Ve République est avant tout un système politico-militaire. Puisque, il faut toujours rappeler, l'élection au suffrage universel du président de la République en 1962 est postérieure à l'acquisition de l'arme nucléaire. Et il n'est pas surprenant de ce point de vue-là que des forces politiques qui souhaitent une nouvelle constitution considère que l'arme nucléaire comment dirais-je, doit être abandonnée ou limitée. Et donc les discussions, à mon avis, aussi sur le civilo-militaire, sur la dimension, et c'est probablement un sujet de préoccupation pour votre commission, me semblent extrêmement importantes dans le contexte politique qui est le nôtre, sur le bon fonctionnement des relations civilo-militaires et cette dimension institutionnelle très forte qui existe chez nous entre l'arme nucléaire et notre organisation institutionnelle. Voilà pour cette page internationale. 100% Sénat, c'est terminé. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.